Bien, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce deuxième rendez-vous de filière, consacré donc à la filière laine. Et ce soir en particulier consacré donc à la question du tissage, la laine, le tissage, les textures. L'idée de ces rendez-vous, c'est de pouvoir échanger et d'approfondir un petit peu auprès de divers acteurs de la filière, donc de l'élevage jusqu'au design, jusqu'au produit fini. Et à chaque séance, nous recevons donc des invités différents. Je rappelle que ce programme est développé donc, en partenariat avec l'IFM et Paris Good Fashion. Nous remercions d'ailleurs l'IFM pour leur accueil ce soir. Et s'inscrit dans un programme un peu plus vaste de revalorisation des filières de laine françaises, donc avec l'idée d'encourager le marché actuel de la création, les industries créatives, à réintégrer l'usage de ces laines locales. Pour rappel, nous avons une 60aine de races en France. Elles ont toutes des spécificités et nous allons voir ce soir avec nos deux invités, Anne Corbière et Mathieu Le Traon, combien, en particulier au travers du tissage, on peut valoriser la spécificité en allant même jusqu'à distinguer les propriétés de chacune des races. Donc on va commencer tout de suite avec Anne Corbière, qui va nous parler de son travail. Ensuite, nous ferons également une présentation du travail de Intuit We Trust, le projet de Mathieu Le Traon. Nous garderons les questions pour la fin de ces deux interventions, si cela vous convient. Et puis, comme vous le voyez, nous avons un très grand nombre d'échantillons devant nous qui vont nous servir pendant la présentation, mais que vous pourrez venir découvrir de plus près après, à la fin de cette séance. Voilà. Anne Corbière. Yes, hello. Alors, racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à cette question du tissage. Je crois que vous avez commencé par une toute autre, je dirais une toute autre clé d'entrée dans le monde de la création, celui des costumes. Et comment est-ce que petit à petit vous êtes arrivé à vous intéresser si profondément au tissage ? Je pense que c'est quelque chose qui était lié aussi à mon enfance. J'ai grandi aux États-Unis, je suis américaine d'origine et je suis d'une génération où c'était encore très très courant qu'on apprenne à faire la couture, le tricot, la broderie, enfin plein de travaux manuels, en partie pour vraiment faire nos vêtements. Je faisais à l'époque beaucoup mes propres vêtements avec mes sœurs. Mais aussi pour le plaisir. Et moi, j'ai découvert très tôt un grand plaisir à être manuel et être attaché au textile. Donc ça m'a amené toujours, même quand j'ai fini mes études de littérature française, qui n'avaient rien à voir avec la choucroute, mais ça m'aide beaucoup aujourd'hui. J'ai tout de suite, je me suis dirigée vers les ateliers de costumes pour travailler comme petite main au départ. Et j'étais toujours un peu à cheval dans mes intérêts pour le théâtre et pour la mode. Et sachant pas encore ce que je voulais faire, donc j'ai commencé par les costumes. J'ai travaillé sur le côte ouest des États-Unis avant de partir à Londres et de Londres à Paris une fois que j'avais retrouvé la personne qui devenait aujourd'hui ou est aujourd'hui mon mari, qui est français. Et c'était dans le travail des costumes, j'ai compris aussi combien le textile me touchait profondément. Entre autres parce que j'avais découvert un jour en travaillant dans un atelier quelqu'un qui faisait de la teinture. Parce que dans un projet de costume, comme souvent vous avez certainement remarqué que sur une scène, il y aura un camailleux de différentes couleurs très spécifiques et que ça n'existe pas sur le marché comme ça. Quand on va chercher la matière, on ne trouve pas toute cette subtilité exactement dans les matières qu'on veut. Donc en fait, il y a très très souvent un grand travail de teinture derrière. Et ça m'avait absolument ébloui d'imaginer ça. Et je me suis un peu formée sur le tas pour faire la teinture dans les ateliers de costumes.
Et de ce fait, on commençait à me demander de faire les choix de matière aussi, parce que je savais mieux, du coup, quelle matière pourrait éventuellement réagir de telle façon pour avoir tel type de traitement, ou aussi des patines pour donner certains effets, etc. Et plus je faisais des recherches de matière, j'allais chez les éditeurs de tissus d'ameublement, j'allais dans les salons comme Première Vision, j'ai arpenté Paris pour trouver des matières. Et plus j'en voyais, plus j'avais envie moi-même de les faire. Et il faut dire aussi, je pense qu'il y a une arrière-pensée, une arrière-influence. C'est une grand-mère tisserande que j'avais vue tisser depuis jusqu'à sa mort. En fait, elle a toujours tissé, et tricoté, et fait du crochet, mais le tissage était vraiment sa passion. Et il se trouve aussi que mon arrière-grand-père était un tisserand dans le nord de l'Angleterre, dans le Yorkshire, et qu'il avait immigré aux États-Unis, et qu'il a fondé le premier atelier de tissage dans l'Oregon, où j'ai grandi. Donc, en fait, malgré tout, je pense qu'il y a un petit quelque chose là. Qui est resté dans ma fascination pour la matière. Arrivée à Paris, donc travaillant dans les costumes et décidant à un moment donné que j'avais vraiment envie d'aller vers la matière plus profondément, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui faisait une formation à ce qui a été appelé à l'époque l'Atelier national d'art textile, qui est maintenant fait partie de l'ENSI, mais à l'époque était juste hébergé par l'ENSI, l'École nationale supérieure de création industrielle, qui est juste derrière la Bastille. Et j'avais la chance, parce qu'à cette époque-là, j'avais déjà 28 ans. Aujourd'hui, c'est plus tellement possible de faire ça. À l'époque, ils prenaient des gens qui n'avaient pas un parcours classique, qui étaient dépassés l'âge fatidique en France de 26 ans. Et j'ai pu m'inscrire avec une bourse du ministère de la Culture pour faire cette formation. Et c'était comme si j'avais trouvé mon âme. C'était vraiment tout de suite le bonheur pur. Et voilà, j'ai pas regardé en arrière. J'ai eu l'occasion de rencontrer Christian Lacroix sur un projet de costume, parce que j'ai été appelée à faire les choix de matière et les teintures sur un projet pour un atelier avec qui je faisais souvent des missions. Et c'était un projet de Lacroix. Et il venait d'ouvrir sa maison de haute couture. Et on s'est bien entendu. Donc, en fait, il s'est tourné vers moi sur un prochain projet de costume pour être son assistant. Et donc, pendant que je faisais mes études, j'ai fait quelques interruptions pour l'assister sur des projets de costume. Et puis, quand j'avais fini mes études, c'était une des premières personnes qui était prête à collaborer avec moi. Donc, j'ai pu démarrer le tissage, la création, vraiment, avec Lacroix pour l'haute couture. Donc, ma première entrée dans le monde professionnel en tant que designer textile, c'était la maison Lacroix et puis d'autres maisons de couture dans les années 90, qui était encore une époque où il y avait beaucoup de développement, il y avait beaucoup de créateurs, Gianfranco Ferré, il y avait encore Scherer, il y avait encore qui d'autre. Et vers la fin, il y avait l'arrivée d'Alexander McQueen et Galliano, donc il y avait beaucoup d'effervescence encore à cette époque. Après, dans les débuts des années 2000, tout ça commençait à se tasser un petit peu, et j'ai dû me reconvertir vers autre chose, parce que la haute couture ne pouvait plus me faire vivre. Et comme mon mari crée des meubles, sculpteur et meublier, on avait déjà commencé à collaborer ensemble, mais en fait, on a décidé de collaborer un peu plus, et on a fait une expo ensemble qui m'a fait rentrer dans le cahier de quelques décorateurs et architectes avec qui je travaille aujourd'hui. Donc, je suis plus dans la décoration intérieure aujourd'hui. Encore quelques missions avec des maisons de mode. Il y a quelques années, j'ai fait des tweeds pour Dior, pour la maroquinerie pendant plusieurs années.
Donc, je suis toujours ouverte à collaborer avec la mode, mais je trouve que je suis plus dans la décoration aujourd'hui. Alors, quand on a parlé de cette séance aujourd'hui, et de cette thématique autour du tissage et des particularités que la laine pouvait apporter à cette technique, tu avais tout de suite beaucoup d'exemples et beaucoup d'idées de justement comment techniquement on peut travailler cette laine. Je crois que tu as apporté quelques images. Tu as peut-être envie de nous montrer et de les commenter en même temps pour qu'on ait une idée un peu plus précise de techniquement quelles sont ces spécificités lainières. Alors oui, c'est vrai que j'adore la laine. Je fais beaucoup de salade mixte dans mes fibres, mes fils. Mais en dehors de ça, j'ai je dirais une des fils prédominantes dans mon travail. Matière prédominante, c'est la laine. C'est deux familles importantes dans la laine qui sont les laines cardées et les laines peignées. Et le choix par rapport à ce qu'on veut faire doit passer par cette réflexion-là, ou l'une ou l'autre. Alors, je me permets de vous dire le b.a.-ba au cas où vous ne connaissez pas, que dans la laine, on parle en termes de microns pour la taille de la fibre. Et le micron va être la relation avec le diamètre de la fibre. Alors, il se trouve que plus une fibre est large, plus elle est courte. Et souvent, plus elle est en plus en ressort. Elle a un petit, voilà, elle est crimpée, comme on dit en anglais, crimped. Plus elle est fine, plus elle va être longue et moins ondulée, plus lisse. Aussi les écailles. Si vous avez vu des images, par exemple pour les cheveux, quand on dit qu'il faut mettre un produit sur vos cheveux parce qu'il montre ces horribles photos des écailles qui ressemblent à des dinosaures, ben, ça c'est exactement la même chose. La laine est comme nos cheveux, c'est la même composition. Et comme si vous pouvez penser comme ça, on a différentes qualités de cheveux et de poils sur nos corps, mais c'est le même type de relation avec la laine, c'est-à-dire que plus la laine est courte et épaisse, elle est corsée et elle a du ressort, et plus elle est fine et lisse et longue, elle est douce et souple. Et les écailles sont moins développées sur les fibres fines. Donc, ça fait aussi qu'il y a moins ce toucher laineux d'une laine cardée. La laine cardée, ça va être les pulls qui touchent laine, qui ont touché laine, qui sont, même il y a des gens qui ne supportent pas la laine parce que justement ça gratte, parce que justement ces écailles sont plus présentes. Et quand on est sur la laine peignée, elle va être donc plus fine, plus lisse et avoir plus de fluidité parce qu'elle a moins le ressort de la fibre. Elle va être plus fluide et plus tombant, et ça va donner plus les matières qui vont être comme les tailleurs, des costumes, des pulls en mérinos fines qui tombent impeccablement, etc., au lieu d'être un peu gonflant comme la laine cardée. Donc déjà, selon le type d'aspect et de tombée qu'on veut avoir, on va sélectionner ou l'un ou l'autre. Et aussi, une autre chose avec la laine, donc c'est juste le simple fait qu'on a un tel éventail, parce que ça va très 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 loin la différence entre les deux, entre les produits. Quand on touche une laine peignée à côté d'une laine cardée, on peut se dire, mais waouh, est-ce que c'est vraiment le même animal qui a pu faire ça? Bon, c'est souvent pas la même bête, parce que comme Mathieu va aussi vous expliquer, il y a beaucoup une question de race. Et effectivement, le mérinos étant la laine qui donne la qualité la plus fine pour l'habillement aujourd'hui, mais après, voilà, il y a beaucoup de subtilité, comme dans la cuisine, des aspects de ces fibres. Ces deux images sont laine cardée. On peut voir, il y a un côté un peu rustique et un côté assez, je ne peux pas dire grossier, mais en tout cas, l'échelle de la matière et plus la texture et l'aspect des fils
est plus présente. Comme ça, vous pouvez déjà vous associer la notion de la laine cardée. C'est ce type d'image, le tweed Chanel ou le chevron d'un manteau, un côté un petit peu plus rustique, si on peut dire ça. Ce qui se passe aussi, à cause de ces écailles qui sont plus prononcées sur la laine cardée, c'est que ça se prête beaucoup plus à être feutré. Et quand on a un problème de feutrage, c'est tout simplement qu'avec de l'eau chaude et une émotion comme un savon et un peu d'action physique, mécanique, avec la chaleur, les écailles s'ouvrent. Et quand on est en train de laver un pull, par exemple, dans une machine à laver, pas sur cycle laine, ça finit par s'ouvrir, travailler ensemble, et puis, à un moment donné, ça s'accroche et ça ne se défait pas. Donc ça, c'est quand on le pousse au feutrage, mais il y a aussi l'éventail de toucher qu'on peut développer en les lavant. Justement, en lavant la laine. Et ça, c'est une des choses qui peut vraiment donner une multitude de mains et d'aspects sur lesquels on peut jouer quand on travaille la laine. Et je vais laisser Mathieu l'expliquer plus quand lui, il montre ses créations, que j'admire beaucoup parce qu'il est vraiment, vraiment parti dans une subtilité de ce travail-là que j'admire beaucoup. Mais c'est un sujet qui me plaît beaucoup de ce point de vue. C'est justement comment on peut finir les tissus. Ça, c'est un peu particulier. Ça, c'était une pièce pour Guesquière quand il était encore chez Balenciaga. Et ça montre un des tissus que vous pouvez regarder ici. Le tissu en bas de la photo est tombé du métier et le tissu au-dessus a été feutré. On a mis dans la machine à laver pour le resserrer parce qu'en fait, j'avais un problème de densité. On n'arrivait pas à bien tasser le fil quand on le tissait parce que le métier ne résistait pas. Et du coup, c'était trop mou et le client ne le voulait pas. Donc, on a mis dans la machine à laver. Alors là, on est sur la laine peignée. La laine peignée, là c'est un exemple d'une crêpe de laine qui typiquement sera faite d'une laine peignée parce que plus les fibres sont longues et fines, plus on peut faire aussi des fils fins. Et donc une crêpe est typiquement un fil qui est fait d'un fil qui est très fin sur lequel on donne une surtorsion. On tord, comme si vous prenez un bout de votre cheveu et vous tordez entre vos mains quand vous êtes un peu ennuyé dans une conférence. Et si vous le lâchez un petit peu, vous voyez que ça fait et ça retourne sur lui-même. C'est exactement ça, un fil crêpe. Et donc, un fil de laine peignée, on dit en anglais worsted ou high worsted, haute torsion, en gros, qui donne justement, et ça c'est toute la subtilité justement dans les tissus de draperie pour les costumes et les tailleurs, c'est cette subtilité de torsion qui va, il faut imaginer que c'est en train de rentrer de l'énergie dans le fil, et une fois que le fil est tissé, ça bloque cette énergie, et quand ça tombe du métier, ça a toute cette nervosité. Donc le crêpe est très exagéré, ça va toujours donner un côté un peu sec et granulé, parce que dès qu'on a retordu autant, ça comprime tout le toucher de la matière presque, en fait. Il ne faudrait jamais imaginer, par exemple, une crêpe de cachemire, parce que ça serait juste une tragédie de comprimer tant le toucher du cachemire. Mais par contre, une belle mérinos en crêpe de laine va donner quelque chose de très fin et très nerveux et qui aura beaucoup de personnalité de par cette énergie qu'on a comprimée dans le fil. Après ça, c'est un satin de laine. Je ne veux pas trop m'étendre sur ce sujet-là. Souvent, on pense satin, on pense soie. On pense que le satin, c'est de la soie. En fait, le satin, c'est une armure, si vous ne le savez pas. Et que le satin peut être dans n'importe quelle fibre. Et de là, une très belle laine peignée peut aussi donner un satin de laine qui aura une légère lustre par rapport à d'autres structures. Donc c'est certes moins brillant qu'un satin de soie,
mais c'est quand même brillant de par le choix de la matière et de par la structure. Alors, à gauche, c'est une image, donc toujours dans des laines peignées. C'est une image, alors, peut-être vous aurez une autre idée. Moi, je pense que c'est une tricotine, une tricotine ou un whipcord. Enfin, c'est dans la famille de ce qu'on appelle les sergés. C'est des armures diagonales. Ça, c'est dans les archives de la maison Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent. Magnifique qualité de tissu qui était pour une petite veste tailleur, probablement des années fin 60, début 70. On voit rarement ces qualités-là aujourd'hui encore, mais c'est un très bel exemple de le type de matière qu'on va créer avec une belle laine peignée. Et à droite, c'est une image d'une de mes créations à nouveau, qui était fait avec un jeu de couleurs, une simple toile, donc une construction très très basique, mais avec ce qu'on appelle un effet factice. En fait, c'est un jeu de couleurs en fil à fil, rythmé en chaîne et trame. C'était pour un projet pour faire des écharpes pour la maison Delvaux à Bruxelles, qui développait une image pendant on avait plusieurs saisons de développement pour eux. Et puis... Je voulais justement présenter ce projet, puisque tu as donc travaillé avec des laines françaises dans le cadre du projet Tricolore. Et tu as développé un ensemble de 4 plaids, justement avec des textures très particulières. Donc je suis content qu'on puisse en parler. On les a vus au Carreau du Temple dans le cadre du salon Made in France Première Vision au mois d'avril dernier. Mais c'était intéressant, peut-être que justement tu nous expliques en particulier comment tu as fait les choix de ces diverses textures. Il y a des armures qui sont vraiment très étonnantes. Je dirais que ma passion pour la texture n'est pas du tout que par rapport à la laine. Effectivement, je dirais que là, pour le coup, c'est un reflet aussi de une identité de designer, c'est-à-dire que je joue beaucoup dans mon travail sur des rythmes de texture. C'est une des choses que j'aime beaucoup dans le tissage, c'est cette écriture qui vient de par les rythmes des textures. Voilà. Donc, avec ce projet que Pascal a proposé par rapport de demander à différents designers d'avoir un apport de nouvelles idées de matière à développer avec la laine Mérinos de France, que je trouve un excellent projet, parce que moi je fais partie aussi d'une génération, quand j'ai commencé à travailler dans le textile début des années 90, et on connu beaucoup de maisons, comme je cherchais les matières pour les costumes fin des années 80. C'est très touchant pour moi de voir aujourd'hui combien l'industrie textile en France s'est effondrée et s'est rétrécie. Donc je suis tout pour toute action qui peut, d'une façon durable, parce qu'il ne s'agit pas de faire un acte juste pour faire du bruit, mais de vraiment sérieusement essayer de créer une action qui va aider toute la filière, parce que c'est vrai que chaque étape, c'est comme une architecture, chaque étape dépend de celui d'avant ou d'après pour exister. Et donc, j'ai été ravie d'avoir cette occasion avec Pascal. Et je dois dire qu'en fait, on avait un choix de couleurs, on avait beaucoup de choix. C'était très illimité. Chacun venait avec son idée de ce qu'il voulait faire. Et quand j'ai vu la qualité, j'ai demandé d'avoir des échantillons de matière. Je commence toujours avec le fil de toute façon, et j'ai des grands métiers pour faire des pièces finies, mais j'ai un petit métier pour échantillonner. J'ai tout de suite monté une petite chaîne avec ce qu'on m'avait envoyé en écru. Et je trouvais la matière était tellement ravissante, tellement parlante, avait tellement quelque chose qu'il ne fallait pas faire grand-chose de plus. J'ai fait quelques essais de couleurs, j'ai fait des explorations, j'avais des idées, mais en fait, finalement, ce qui me semblait le plus important, c'était de laisser la matière parler. Et donc après, c'était une question de choisir des armures
qui ferait gonfler et densifier les matières et qui donnerait un nouvel répertoire, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup dans des plaids, c'est très classiquement des sergés, ce que j'aime beaucoup, je suis un grand fan des sergés aussi, mais voilà, c'était l'occasion d'explorer d'autres types de textures et voir comment, parce qu'il y a un rapport très important entre le fil, mais aussi, enfin la fibre, le fil, mais aussi l'armure, la structure. Donc, de pouvoir explorer l'impact de ces trois choses sur une pièce finie comme une plaide, qui est un de mes désirs depuis des années de pouvoir toucher à ce sujet, ben, c'était vraiment, vraiment chouette occasion. Et que j'ai baptisé, parce que je voudrais le diffuser avec ma collection que je mets actuellement sur le marché pour la décoration intérieure. Je travaille avec un showroom à Paris et puis j'ai un agent à Londres et New York et Los Angeles pour l'instant. Ça va s'appeler, cette collection va s'appeler Still, l'anglais pour le calme et encore. Pour moi, c'était les deux significations que je voulais donner. Et puis, ça, c'est mon logo pour ma collection. Encore bien. Voilà. Merci Anne. On va passer la parole à Mathieu Le Traon. Merci. Bonsoir. Bonsoir Mathieu, merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu et de venir nous parler de votre projet, donc In Tweed We Trust. Alors, qu'est-ce que c'est le tweed en fait ? Alors le tweed, c'est ça en fait. Le tweed, c'est ce paysage. Le tweed, c'est un tissu qui est né en Écosse, qui trouve son origine dans les tissus paysans de l'époque, mais c'est un tissu qui est vraiment né à partir du milieu du 19e siècle, les années 1840-1850. C'est un tissu qui était utilisé pour le sport de l'époque. En fait, les Anglais, donc, qui avaient conquis un siècle plus tôt l'Écosse, ont acheté des grands domaines pour s'adonner à la chasse, à la pêche, voilà, chasser la grousse dans les landes comme ça, chasser le cerf. Et ils ont eu besoin de tissus de camouflage pour habiller les rabatteurs, les gardes-chasse. Et c'est comme ça que sont nés les premiers tweeds, donc des tissus dans les laines locales, et des tissus donc, qui s'inspirent des couleurs du paysage pour permettre ce camouflage. Voilà. Alors, il y a un lien avec les tartans, c'est-à-dire que les tartans et les tweeds sont deux choses différentes. Le tartan, en fait, c'est un tissu qui habille les membres d'une même famille. Ça sert à reconnaître les gens d'une même famille, du même clan, peu importe où ils habitent. Alors que le tweed, lui, c'est un tissu qui habille les gens d'un même domaine, même s'ils n'ont pas de liens familiaux entre eux. Donc il y a ce lien-là. Et donc, comme les tartans étaient réservés au clan, les nouveaux acquéreurs des terrains, des domaines, des estates écossais n'avaient pas le droit de porter de tartan. Et donc, ils ont eu quand même envie de développer ce tissu identitaire. Et donc, c'est comme ça que sont nés ce qu'on appelle les estate tweeds, c'est-à-dire les tweeds des domaines. Et vous remarquerez, donc suivant les régions d'Écosse, suivant que la région est plus ou moins granitique, ou que ce sont des régions plutôt de forêt ou de landes, ben vous aurez des tweeds plus ou moins gris, plus ou moins beige, plus ou moins vert. Et donc c'est comme ça que sont nés. Et donc il y a eu un vrai essor dans la deuxième moitié du 19e siècle. Notamment quand le prince Albert, le mari de la reine Victoria, a acheté un domaine en Écosse. Ensuite, toute l'aristocratie a voulu faire comme lui, a créé son propre tweed. Donc lui, il a créé le tweed Balmoral. C'était vraiment quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Et ensuite, donc, toute l'aristocratie anglaise s'y est mise. Et par imitation, la bourgeoisie a aussi adopté le tweed. Et le tweed, donc, c'est devenu le tissu de sport. C'était un peu le tissu techwear de l'époque, parce que c'était résistant à la pluie, résistant au froid. Là, il fait beau, on pourrait croire qu'il fait
tout le temps beau en Écosse avec cette photo, mais voilà, c'est un tissu qui était vraiment fait pour les parties de chasse, les grandes randonnées, et puis ensuite ça s'est diffusé dans d'autres sports plus peut-être moins champêtres, comme le golf. Voilà, le costume de golf typique de la fin du 19e et de la première partie du 20e siècle, c'est le tweed. Voilà. Alors, le tweed, en fait, il y a un vocabulaire finalement dans le tweed qui est assez précis. Là, il y a quelques exemples de tweed. En fait, on peut dire qu'il y a 4 catégories de tweed. Il y a le tweed qu'on appelle le shepherd's check. En gros, c'est un tweed en damier, vous l'avez sans doute vu, des damiers noir et blanc. Ça ressemble un peu à notre Vichy, donc souvent noir et blanc, avec des surimpressions parfois de lignes rouges ou bleues, etc. Vous avez des tweeds qui ressemblent un peu à des tartans, comme celui qu'on voit en haut à gauche. Vous avez les princes de Galles, donc, voilà, qui ont eu un très grand succès ensuite dans la mode encore aujourd'hui, donc qui sont des jeux de lignes par paire et puis par groupe de 4. Et puis vous avez, donc ça c'est le 3e groupe, et puis vous avez le 4e groupe qui sont des tweeds, disons, pleins, c'est-à-dire on a un motif principal sur l'ensemble du tissu, avec un motif, soit un sergé, soit ce qu'on appelle un herringbone, donc c'est une arête de hareng, donc c'est un sergé brisé, c'est comme des chevrons brisés décalés, donc on voit énormément dans les tweeds. Plus rarement de la toile, et puis parfois d'autres variantes, mais c'est vraiment surtout le sergé et le sergé brisé. Avec ce qu'on retrouve également très souvent dans le tweed, ce sont ce que les Anglais appellent le overcheck, c'est-à-dire cette grille qui se superpose sur le fond, ou sur un prince de Galles, ou sur un shepherd's check. Et donc vous voyez ici, donc en haut à gauche, vous avez des tweeds de Harris, donc qui sont faits par des artisans des îles de Harris et Lewis, dans le nord-ouest de l'Écosse. Et puis en bas à droite, vous avez des tweeds, alors qu'eux qui sont faits à partir de laine peignée, qui sont faits par Dashing Tweeds, qui est une jeune maison londonienne qui s'est inspirée de paysages urbains. Mais vous voyez qu'on retrouve ce vocabulaire que je vous décrivais, donc des inspirations un peu des motifs de tartan. Et puis, voilà, ces grilles comme ça. Alors, le tweed, Anne en parlait, le tweed, c'est essentiellement de la laine cardée, puisqu'ensuite elle est foulée, et que son usage, puisque c'est un usage outdoors, il fallait qu'elle soit foulée, donc il fallait que cette laine-là soit cardée. Est-ce qu'il y a un lien entre les estates dont vous parlez et les élevages? Est-ce qu'on fabriquait le tweed à partir des élevages locaux ou pas du tout? Alors au début, oui. Et puis ensuite, il n'y a pas eu suffisamment d'élevage pour nourrir la demande. Les tweeds se caractérisent aussi, donc soit par leur motif, ils se caractérisent aussi par la race de l'animal qui est utilisé. Donc la principale race, c'est la race Cheviot, qui est une race qui a été importée en Écosse depuis le nord de l'Angleterre, toujours dans ces années-là, donc plutôt au début du 19e siècle, quand l'économie du mouton a commencé à remplacer l'économie de l'élevage bovin en Écosse. Et ensuite, il y a d'autres races comme la Shetland, qui a été très utilisée, qui est encore très utilisée, qui donne un tweed très fin, très fluide, donc très, très adapté au sport, au golf par exemple, pour les grands mouvements de golf. Et puis, donc aujourd'hui, même le Harris Tweed, donc qui est en gros, c'est la première AOC britannique. Donc c'est un tweed qui est fabriqué sur les îles de Harris et Lewis, qui pendant très longtemps a été utilisé sur ce genre de machine. La charte du Harris Tweed prévoyait que il fallait que le mouton soit élevé sur ces îles-là, que la laine soit filée là-bas, et que ça soit bien sûr tissé et fini là-bas. Aujourd'hui, il n'y a plus assez de moutons sur ces îles pour pouvoir les produire, mais elle est quand même filée sur ces îles. Donc aujourd'hui, ça,
Alors ces machines ont été remplacées par des machines un peu plus modernes dans les années 90. Donc ce sont des machines, on ne le voit pas puisque le tisserand est caché, mais en fait ce sont des machines qui sont actionnées par un pédalier. Et donc le pédalier entraîne la chaîne, lance la navette et commande le mouvement du peigne qui va tasser le fil. Donc ça fait un bruit absolument épouvantable, mais ça a été un des moyens de survie des habitants de ces îles, parce que ce sont des gens qui, en saison, étaient des pêcheurs ou étaient des éleveurs. Donc il y a toute une économie du nord-ouest de l'Écosse qui est basée sur une économie mixte entre l'agriculture, l'élevage, la pêche et le tissage. Et donc encore aujourd'hui, il y a, je crois, une centaine de tisserands qui existent encore sur ces îles, avec un équipement un peu plus moderne, avec un pédalier comme sur un vélo. Mais le principe est le même. Donc ce tweed-là, ce sont des tweeds, les tweeds très classiques. Anne a parlé de Chanel. Il faut distinguer en fait deux tweeds. Il y a le tweed donc classique dont je viens de vous parler, et puis il y a le tweed Chanel, qui sont des tweeds, sont tous les deux des tweeds qui sont cousins. En fait, Gabrielle Chanel, dans les années 20, était amie avec le duc de Westminster, qu'il a invité en vacances dans les Highlands, et elle a découvert le tweed. Donc elle s'est fait faire, enfin voilà, elle a fait des costumes, et puis assez vite elle a eu envie de tester d'autres manières de faire, de tester d'autres fils. Et donc elle a travaillé avec des filateurs locaux pour faire des tweeds avec des bouclés, par exemple, ou des fils surtordus. Et pour toujours garder cet effet de description d'un environnement. Et donc, pour ça, aujourd'hui, vous avez deux catégories tweed. Les tweeds, disons, classiques, et puis les tweed Chanel, où on va utiliser des fils de chaîne. Les fils de chaîne vont être différents. Il y aura des fils plus fins, d'autres plus épais. Des torsions seront différentes. Les épaisseurs vont être différentes. Couleurs, etc. Et donc ça va donner ce tweed qui est désormais assez iconique aussi. Voilà. Alors moi, ce qui m'a inspiré, c'est pas tant le tweed Chanel que le tweed que l'autre tweed. En fait, moi je me suis lancé là-dedans. En fait, j'ai découvert le tweed un peu par hasard parce que je me suis acheté une veste, celle que je porte aujourd'hui, et qui a un motif qui s'appelle le herringbone. Donc j'en ai parlé. Herringbone, ça veut dire l'arête de hareng. Donc ce sont des sergés, sont des chevrons mais décalés. Donc on appelle ça aussi des sergés brisés. Et j'ai vraiment voulu comprendre comment ça fonctionnait, comment est-ce qu'on construisait ça. Finalement, c'était la première fois que j'entendais moi un peu de ce vocabulaire textile que je connaissais pas. Et je me suis initié, je me suis pris au jeu assez vite, et j'ai eu envie moi aussi d'explorer les tweeds, de produire, de faire mon herringbone à moi, d'explorer les tweeds. Et ce qui m'intéressait beaucoup dans le tweed, c'était sa faculté à raconter un paysage. Je trouvais ça assez fascinant de dire qu'on peut traduire un environnement grâce à des motifs, grâce à des associations de couleurs, grâce à des armures. Et j'ai aimé filer un peu cette idée-là, qu'on pouvait à la fois raconter un paysage réel, mais aussi un paysage intérieur. On peut raconter une histoire, on peut mettre une symbolique particulière dans un tissu. Et j'ai trouvé ça, voilà, ça m'a vraiment énormément saisi. Et Anne disait qu'elle avait grandi aux États-Unis, où on a une culture domestique du textile beaucoup plus développée qu'en France, ou même que dans beaucoup de pays d'Europe. Et notamment parce que les immigrants européens ont gardé à travers cette culture un lien avec leur pays d'origine. Donc quand on consulte les carnets, moi je travaille beaucoup avec des carnets de tisserands du 19e, début du 20e siècle, et donc on a des motifs qui se rapportent à telle région d'Allemagne, telle région de Lusace, du Brandebourg, telle région de Suède, et avec un vocabulaire qu'on ne voit quasiment plus aujourd'hui dans notre univers textile de tous les jours. Et je trouvais vraiment ça fascinant de pouvoir retrouver, redécouvrir ce vocabulaire qui s'était quasiment éteint.
Voilà, et donc cette combinaison de raconter un paysage et redécouvrir des motifs m'a vraiment beaucoup plu. Alors, voilà, donc j'ai commencé par faire ce herringbone-là. Et aujourd'hui, alors, comment se développe votre activité? Quels sont les produits? Quel est le... Alors aujourd'hui, moi très vite, j'ai décidé de me concentrer quasi exclusivement sur les fibres animales. Parce qu'en commençant à produire mes tweeds, j'ai commencé à tester différentes laines et différentes races de laine. Et je me suis beaucoup intéressé aux différentes qualités des laines cardées, des laines peignées. Et j'ai découvert un univers sensoriel vraiment beaucoup plus riche que ce que j'imaginais. Donc à la fois sur le métier, en tissant, mais aussi, une fois sorti du métier, une fois lavé, une fois foulé, comme l'expliquait Anne, j'ai découvert qu'on avait des sensations vraiment très différentes, des énergies extrêmement différentes, suivant les choix qu'on avait faits au moment du tissage et suivant les races de laine. Donc ça a été vraiment quelque chose qui est venu assez vite. Moi, je me suis formé pendant ces 12 derniers mois. Je me suis donc formé au contact de tisserands canadiens et américains, notamment grâce à Internet. Je me suis auto-formé avec beaucoup d'essais, d'erreurs, de tests. Et puis j'ai beaucoup cherché des laines qui pour moi avaient du sens, c'est-à-dire des laines qui apportaient qui parlait d'une race qui pouvait être en perdition, une race un petit peu rare, qui pouvait être préservée dans un élevage en Suède ou dans le Yorkshire ou dans les Cornouailles anglaises. Et donc j'ai essayé de me constituer un peu ma petite, disons, bibliothèque de laine et au-delà de sensations. Voilà, donc je travaille aujourd'hui à lancer mon activité de tisserand pour proposer des étoles, des plaids, des écharpes, des tissus pour la décoration, faits à partir de ces matières animales, en valorisant cette richesse des différentes races, en valorisant cette richesse des différents motifs, donc en les remettant au goût du jour, donc en continuant de puiser dans des catalogues du 18e, 19e et 20e siècle. Et l'idée étant de pouvoir proposer des choses qu'on n'a plus tellement l'habitude de porter et de pouvoir proposer des choses aussi personnalisées suivant une histoire, suivant un paysage. Moi, quand mon fils est né, j'ai le bonheur d'être le père d'un petit garçon de 18 mois. Quand il est né, je voulais que la première chose qui le touche, son premier contact avec le monde matériel, et c'est toujours le textile. Le premier contact avec le monde fabriqué, c'est le textile. Et donc, je voulais que ça soit moi qui l'ai tissé. Alors, j'ai pas fait de la laine cette fois, j'ai fait du coton, parce que je m'étais dit que la laine pouvait être un petit peu rude pour un premier contact. Et donc, j'ai tissé une étole pour l'envelopper une fois qu'il était né. Et dans cette étole, j'ai mis toute une symbolique dans le choix des motifs, une symbolique autour du chiffre 3, autour de l'accompagnement, autour de l'avancée dans la vie. Et je trouvais ça vraiment très agréable. Et j'avais envie de proposer ce genre de choses, des textiles qui ont une signification plus ou moins cachée, plus ou moins évidente, mais qui ont une signification qu'on va avoir envie de transmettre, avec lesquels on veut prendre soin. Et donc voilà, c'est ce à quoi je travaille depuis un an, et je suis pas très loin d'aboutir et de pouvoir commencer à proposer mes produits et de prendre des commandes. Est-ce que vous avez travaillé avec des laines françaises ? Oui, j'ai travaillé avec des laines françaises. Donc je travaille encore avec un éleveur français de Champagne, donc qui élève des moutons pour la viande et qui s'est dit un jour, mais cette laine, plutôt que de la brûler, plutôt que de la jeter, si je la faisais filer. Et donc il a fait filer une toute petite quantité, une dizaine de kilos. Et dans une conférence où il présentait son travail, il a fait circuler un écheveau. Je l'ai eu entre les mains, je me suis dit, on peut essayer de faire quelque chose avec ça. Et donc j'ai testé, j'ai apporté d'ailleurs, je l'ai ici. J'ai testé cette laine-là et je l'ai trouvée formidable. Donc elle a un côté assez rustique puisqu'elle a été filée dans une micro-filature. Et donc pour à la fois lui rendre service, c'est-à-dire mettre en valeur ses qualités, sa brillance et sa douceur,
et en même temps pour peut-être calmer son côté rustique et puis l'aider à s'exprimer, je l'ai mélangé avec un mérinos plus gonflant, plus stable, pour faire cette pièce-là, en choisissant aussi un motif, voilà, qui à la fois évoquait le vent dans les blés, voilà, dans les champs de champagne, et puis un motif avec des flottés qui permet de donner de la souplesse et puis de la brillance. Mais voilà, l'idée, c'est que suivant chaque fibre que j'ai, j'essaye de voir comment la servir en fait, pour qu'elle exprime ce qu'elle a à dire. Par exemple, sur cette fibre-là, ça c'est une laine que j'aime beaucoup, qui est la laine d'un mouton d'une race qui s'appelle le Wensleydale. C'est un mouton qui a dégénéré dans une vallée oubliée du Yorkshire, et donc il lui est poussé des boucles immenses. C'est-à-dire un mouton, ça a des boucles de 15-20 cm en moyenne à peu près. Lui, c'est 60 à 80 cm. Donc vous avez des fibres très longues, assez fines. Malgré leur longueur, elles sont assez fines et très lisses. Elles renvoient très très bien la lumière. Et donc pour elles, voilà, j'ai choisi des motifs. Ça n'aurait pas eu de sens vraiment de l'utiliser pour faire de la toile. Là, voilà, j'ai choisi un motif spécifiquement pour faire des flottés. Voilà, donc en fait, je ne fais pas que du tweed. J'ai commencé par là, mais quelque part, il y a cet ADN qui se poursuit. Alors par exemple, donc ça, c'était vraiment le premier tweed que j'ai fait. Je l'ai ici, là j'ai tout mis. Hein. Il y a du Sergé, il y a du Prince de Galles, il y a du herringbone. Vous voyez, les traits verts sont à contresens du reste de la pièce. Et puis il y a le overcheck. Donc là, je m'étais vraiment fait plaisir. Je voulais savoir comment est-ce qu'on faisait un Prince de Galles. Mais bon, j'ai pas fait que ça. Je suis sorti du tweed stricto sensu. Voilà, vous avez un petit détail ici sur le motif pied de poule qu'on voit à la croisée de certaines pièces. Puis donc j'ai commencé, alors parfois en gardant certains codes du tweed, comme ici, avec cette laine Wensleydale. Donc là, vous avez un joli pied de coq. C'est pas du tout une laine qui est prévue pour ça, en fait, pour faire du tweed, parce qu'elle est très souple, elle est brillante, elle est peignée, donc elle feutre pas, donc on peut pas en faire vraiment un tweed. Mais je trouvais elle avait quelque chose d'intéressant à proposer. Ensuite, j'ai fait des tweeds plus classiques. Donc là, vraiment un tweed ça, c'est du Shetland. Et là, par contre, ce que j'ai fait de différent, c'est que j'ai fait des carreaux dans lesquels on a des motifs différents. Donc on a ces herringbones dans le sens de la chaîne, d'autres dans le sens de la trame. On a des losanges à la croisée. On a des sergés simples. Donc voilà, j'essaye de faire des pièces aussi où donc là on est assez proche du tweed, mais finalement c'est dans le détail, cette fois micro, on a des choses un peu différentes. Ensuite j'ai joué avec les paysages. Alors c'est ce que j'ai ici. Je ne sais pas si vous connaissez l'île de Ré. L'île de Ré, sont des maisons ocre, des volets verts, une certaine catégorie de vert. On ne peut pas peindre ces volets de la couleur qu'on souhaite. C'est des tuiles oranges. Et puis, c'est aussi des roses trémières, voilà, au début de l'été. Et donc, voilà, j'avais essayé dans une interprétation un peu tweedesque des choses, voilà, de dire, tiens, qu'est-ce que ça pourrait être un tweed de l'île de Ré? Donc, j'avais fait ce petit plaid. Voilà, j'avais utilisé, donc là, pour l'île de Ré, c'était une laine des Shetland également, donc de race Shetland élevée et filée au Shetland. Ici, c'est une laine complètement différente parce que c'est un mérinos avec un fil à un seul brin. C'est un mérinos du Donegal, mélangé avec un peu de mohair. Et donc, j'ai repris aussi certains codes. Hein, vous voyez la régularité des bandes, les croisements en pied de coq, mais avec des couleurs finalement assez peu utilisées dans le tweed. Et là, qui m'avait été inspiré par le jardin du Luxembourg, son bassin, le palais du Luxembourg, le soleil qui se reflète, etc. Alors, ce que je fais également, ce que j'aime énormément faire, c'est que, comme je vous l'ai dit, finalement, le vocabulaire en termes d'armure du tweed, il est assez restreint. C'est des sergés, ce sont donc des herringbones, parfois des toiles, parfois des grains d'orge. Donc c'est fait avec 4 cadres, hein, comme la machine que je vous ai montrée auparavant. Mais finalement, avec 4 cadres, on peut faire énormément de motifs très différents.
Qu'est-ce que c'est un cadre? Alors un cadre, c'est le support sur lequel chaque fil est attaché. C'est-à-dire le mode de tissage le plus simple, c'est 2 cadres. Un cadre sur lequel sont attachés tous les fils pairs et un cadre sur lequel sont attachés tous les fils impairs. Et donc alternativement, on va lever ou baisser, disons lever les fils pairs, donc le premier cadre, on va passer sa trame, on va refermer, tous les fils impairs, on va les lever, etc. Voilà. À partir du moment où vous multipliez les cadres, vous multipliez les possibilités des motifs. Donc, pour faire un sergé tel qu'on les a dans le tweed, il faut 4 cadres. Mais on peut faire beaucoup plus de motifs. Et donc là, je m'étais amusé, donc toujours avec une laine des Shetland, alors uniquement avec des couleurs de toison naturelle. C'est une pièce où il y a 144 petits carrés. Et dans chaque carré, il y a un motif différent. Alors en fait, il y a 72 motifs différents stricto sensu, mais chaque motif est dans 2 combinaisons de couleurs différentes, jamais la même. Donc il y a 144. Et donc ça fait une pièce que moi j'aime bien parce que on voyage. En fait, l'œil se promène et donc avec le même dispositif qu'on peut utiliser pour faire un tweed très classique, peut-être même plan-plan. Et ben là, on va pouvoir faire des choses. Très différentes. Donc on retrouve le sergé ici, le herringbone là, et quelques losanges. Et donc ça c'est une laine que j'aime beaucoup. C'est une laine qui avait été travaillée avec des historiens des îles Shetland pour reconstituer la laine telle qu'on la faisait à l'époque de la laine Victoria. Et c'est une laine qui a une énergie vraiment. Vous pourrez ensuite venir la toucher. Elle est très, elle a beaucoup de ressorts. En même temps, elle est douce. Elle est vraiment très, très agréable à travailler. Voilà, donc ça, c'est encore une variante du tweed. Donc ça, c'est ici, c'est la fameuse laine de Champagne, où finalement, je n'ai pas gardé grand-chose du tweed, sinon un peu l'esprit de essayer de transcrire un paysage, garder des couleurs un peu terriennes, un peu fauves. Et puis, moi, j'utilise un métier qui a 8 cadres, donc qui permet encore plus de motifs différents. Et donc, j'aime beaucoup garder les codes du tweed, donc le code sur les couleurs, sur le fait de raconter un paysage. Donc ici, on a, ça c'est une écharpe qui m'est inspirée par une forêt de bambou au Japon. Donc vous voyez un peu ces bleus profonds, ces verts, et puis un beige un peu brillant. Et en fait, ici, on a une armure qui est un motif qui est dérivé du sergé. Donc c'est comme un sergé tressé. En fait, on a cet effet-là que je trouve intéressant. On va retrouver ici aussi ce type d'armure qu'on ne peut pas avoir avec 4 cadres. Et donc là, de garder cet ADN du tweed, mais en faisant quelque chose de complètement différent, en jouant avec la possibilité, avec les motifs. Et là, en termes de main, si j'avais gardé exactement la même densité de fil, mais que je l'avais tissé comme un tweed un peu plus classique, comme ici, un sergé un peu plus classique, j'aurais exactement la même main. En fait, ce sont exactement les mêmes rapports. Voilà, donc je trouve intéressant d'aller explorer ces choses-là. Voilà. Et puis alors encore au-delà, donc ça c'est la dernière pièce que je vous ai apportée. Donc pareil, un motif à 8 cadres que j'ai dessiné moi-même à partir d'un motif plus simple que j'ai trouvé dans un cahier de tisserand de 1907. Et voilà, en cherchant dans les variations, en jouant sur les couleurs, sur les rythmes, voilà, on a quelque chose on sent une filiation avec le tweed. C'est pas du tweed stricto sensu, mais voilà, il y a un peu cette idée-là à travers à la fois les couleurs, les rythmes. Alors vous voyez, je fais beaucoup de pièces qui sont fluides. En fait, je fais des écharpes, je fais des étoles pour plusieurs raisons. Disons par rapport à du tissu de confection que je peux faire aussi. Je trouve qu'avec les étoles, comme le disait Anne, moi j'aime beaucoup travailler la main. C'est-à-dire je coupe la chaîne. Il y a une étape qui est très importante qui est celle du lavage et du foulage. C'est très important pour les laines cardées puisqu'elles vont, comme Anne expliquait, elles vont gonfler, les écailles vont s'entremêler les unes aux autres et c'est ça qui va donner l'effet de nappe. Et c'est important aussi pour les laines peignées parce que cet effet de foulage, de feutrage contrôlé a lieu, mais dans des conditions plus contrôlées. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il suffit
pas grand-chose en termes de différence de brassage, de temps de brassage. Il suffit de pas grand-chose pour avoir des résultats très différents. Et donc moi, j'aime beaucoup travailler aussi sur ces pièces-là. Et aussi parce qu'il y a une certaine... j'ai beaucoup de gourmandise, moi, à travailler, à chercher ces laines différentes, à les travailler sur le métier. Et je voudrais aussi qu'on en ait à les porter. Donc c'est pour ça que je fais des pièces plutôt souples, enveloppantes, voilà, pour avoir retrouvé ça. Merci Mathieu. Alors effectivement, à vous entendre tous les deux, Anne, autant que Mathieu, on sent qu'il y a tout un vocabulaire. Vous utilisez des métaphores comme celle du paysage ou pour parler de cette diversité et de ce lien. Ce qui est intéressant en particulier, je trouve, sur ce dernier témoignage, c'est qu'on sent bien le lien entre l'industrie ou l'artisanat et le territoire dans lequel il s'inscrit et comment au travers de votre propre approche réintégrer du paysage, peut-être par la couleur, probablement aussi par les textures, le rythme, une forme d'écriture textile, textes sont issus de la même racine. Donc on voit bien à quel point, peut-être avant ce grand développement du XXe siècle de l'industrie qui a déraciné énormément les lieux de fabrication et qui peut-être a coupé une forme de culture locale, spécifique, en standardisant sans doute énormément. Donc là, merci de vos témoignages parce qu'on sent à quel point on peut recréer du lien entre la diversité des races qui sont elles-mêmes attachées à des territoires spécifiques. Vous en avez cité quelques-unes. En France, en Europe, il y a 250 races. Donc c'est déjà une source, je dirais, intarissable, un premier alphabet intarissable. Mais on sent aussi que le tissage avec les cadres, les armures, les textures, puis ensuite une autre couche qui est celle du foulonnage qui va apporter effectivement une richesse de toucher par l'ennoblissement. Et d'ailleurs, on voit qu'à chaque étape de cette filière, puisque la thématique est vraiment autour de la filière, vous avez beaucoup parlé du fil, on aura un prochain rendez-vous autour de la filature, justement, qui va nous permettre d'aller plus en profondeur encore dans les spécificités des fils. Vous avez parlé du cardé, du peigné, des fils fantaisie également. Ça ouvre des univers entiers, donc ça, ce sera au mois de décembre. Et on voit bien, donc à chaque niveau de cette filière, on vient rajouter un vocabulaire, un niveau de complication et en même temps de spécificité très, très fort. Est-ce que, peut-être avant de conclure, est-ce que vous avez des questions ? Sur les couleurs, en fait. Moi, j'ai juste une question sur vos couleurs, parce que donc, vous travaillez avec des races particulières, mais elles sont déjà teintes, c'est vous qui... Comment ça se passe ? Et alors, j'utilise des couleurs déjà teintes. J'utilise beaucoup quand même des couleurs naturelles. J'aime beaucoup utiliser les couleurs naturelles de toison. Par exemple, sur la race Shetland dont je vous parlais, la race Shetland, en fait, les couleurs des toisons sont référencées. C'est-à-dire, il y a 11 couleurs, donc il y a une typologie comme ça, de 11 couleurs, et je trouve intéressant de les marier. Et dans l'initiative tricolore, ce que je trouve très intéressant, c'est que ce qui a été travaillé, et Anne en a parlé, ce sont des couleurs naturelles aussi de toison. Parce que déjà, en les combinant, on a des variétés très, 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 très riches. Donc, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup dans ma palette, il y a énormément de couleurs naturelles avec des rehauts, souvent des rehauts de vert, de bleu, parfois de rose. Mais je dirais par exemple, comme ici, vraiment où le vert est utilisé pour mettre en valeur les couleurs naturelles de la fibre. Merci. Anne, quels sont les coloris que tu utilises ? Quel est ton rapport à la couleur ? Ça, c'est une bonne question. Je ne suis pas sur le naturel uniquement. Ça, c'est clair que
je pense que le passage en teinture, l'expérience de travailler avec le cœur de la couleur dans ce sens, souvent d'ailleurs, ça m'arrive de teindre, de tisser cru et teindre ou faire des dégradés. J'aime beaucoup travailler sur le dégradé. Je teins rarement mes fils moi-même parce que j'ai toujours peur de ne pas arriver à faire quelque chose assez qui tienne assez et qu'après que ça fuit. Mais ça m'arrive de teindre pour développer une idée et puis après faire la teinture par un professionnel aussi. J'aime beaucoup travailler en direct avec les filateurs. Et voilà, donc je travaille souvent soit avec la gamme qu'ils proposent ou je développe mes propres gammes que je fais faire derrière. Mais oui, la couleur est très importante pour moi en tout cas. Je ne peux pas dire que j'ai une palette particulière, mais j'aime beaucoup la couleur. Une autre question peut-être ? Avant de venir découvrir les matières avec les mains. Oui, je voulais vous demander un petit peu plus, Mathieu, si vous pouviez nous parler aussi de l'outillage que vous avez. Donc, visiblement, tout est fait main. Voilà. Est-ce que vous avez un seul métier ? Est-ce que vous en avez plusieurs ? Est-ce que vous êtes seul dans l'atelier ? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre savoir-faire et comment vous l'exploitez pour ces magnifiques plaids et écharpes qu'on va voir après ? Oui, merci. Oui, alors je suis seul. J'ai commencé en fait avec un métier de table assez simple à 4 cadres, donc qui me permettait de tisser en largeur jusqu'à 35-40 cm et qui se manipulait avec des leviers. Alors c'est quelque chose qui est très bien pour échantillonner, très bien pour démarrer, mais pour produire un peu plus vite, il fallait passer à autre chose. Donc j'ai un métier. C'est intéressant la question que vous me posez parce que c'est une question que je me suis posée longtemps, c'est qu'est-ce que j'utilise qu'est-ce que je choisis comme métier à tisser. Donc j'ai un métier à 8 cadres, comme je disais, qui se manipule, qui se contrôle avec de 2 à 10 pédales, suivant ce qu'on utilise. Donc, il y a jusqu'à 10 pédales. Et dans une largeur qui me permet de tisser jusqu'à 85 cm à peu près. Donc ça prend l'encombrement d'un piano droit, à peu près, un peu plus profond. Et j'aurais pu me demander est-ce qu'il me faut plus de cadres, parce que plus on a de cadres, plus les motifs peuvent être complexes et différents. Et en fait, j'ai décidé vraiment de m'arrêter. C'est peut-être pas le terme, mais en tout cas de faire une pause vraiment sur le 8 cadres. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que je peux le manipuler entièrement, manuellement, même corporellement. Parce qu'en fait, tout le corps est engagé quand on tisse. Il y a bien sûr les mains, mais il y a aussi les jambes qui vont actionner les pédales. Et moi, ce qui m'intéresse dans le tissage aussi, donc c'est à la fois les motifs que je fais, mais ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est le geste. C'est l'idée de perpétuer un geste qui existe en Europe depuis 1000 ans. Hein, les premiers métiers horizontaux, comme ce que j'utilise avec une navette, c'est arrivé, c'est bien attesté en Europe occidentale au XIe siècle. Et je trouve intéressant de perpétuer un mouvement, de perpétuer. Ça fait partie aussi de notre patrimoine commun de l'humanité, ce geste. Et donc, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et donc, finalement, j'ai choisi un métier qui me permet de tout continuer à piloter manuellement, de pouvoir faire une grande variété aussi de motifs au sein d'un même tissu, voilà, au sein d'une même pièce. C'est-à-dire que je vais donc chaque cadre dont je vous parlais va être accroché à une pédale, ou plutôt chaque pédale va être accrochée à 1 à 7 cadres. Voilà. Et moi, en cours de route, avec le métier que j'ai, je peux changer très facilement cet ordre d'attachage et donc changer très facilement le motif au sein d'une piste. Certains métiers plus compliqués me demanderaient peut-être 30, 45, 60 minutes pour tout réattacher, etc. Moi, en 5 minutes, c'est fait. Donc, je voulais aussi cette versatilité-là pour pouvoir... donc, finalement, j'ai choisi ce compromis entre quelque chose que je pouvais piloter et qui m'engageait dans cette danse, parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment une danse, parce que c'est une histoire de souffle aussi, de respiration, et c'est quelque chose de... Et c'est ce que je disais à Anne quand on s'est rencontrés, je trouve que meilleur est le geste, c'est-à-dire plus le geste est ample, plus il est délié, plus meilleure est la danse,
et meilleur est le tissu qu'on fait. Et ça, c'est vraiment très, très étonnant. Ça a été une vraie découverte de dire que l'élégance du geste et les tisserandes canadiennes, américaines, près desquelles je me suis formé, insistaient beaucoup là-dessus. Finalement, l'élégance du geste, c'est ce qui va donner la beauté de la pièce. Oui, je pense que ce que je rajouterais, c'est effectivement mais ça m'a frappé toujours très profondément, la présence de la main dans le tissage. Et que ce que décrit Mathieu, il y a une femme que ceux qui sont passionnés par le tissage connaissent peut-être en personne le nom de Maïté Tanguy, qui est un peu la matriarche actuelle de Monde Textile en France. Et on a travaillé ensemble. Et j'étais toujours frappée par l'arrivée de ces pièces parce qu'il y avait une énergie qui était elle. Et comme elle tissait régulièrement depuis des années et des années, effectivement, il y avait, quand j'arrivais chez elle et que je le voyais tisser, il y avait une fluidité et presque un non-effort, tout en étant extrêmement physique. Effectivement, c'est comme de faire des aérobics, qui était très, très, très touchant. Et j'aime beaucoup aussi cette notion que chaque millimètre de fil utilisé dans le tissage passe dans les mains. Entre monter la chaîne, ça passe dans les mains par les gestes de l'ordissage. Et quand on prépare les trames, les fils aussi passent dans nos mains pour faire les navettes. Et tout cette touché, plus le geste, plus toutes les finitions. Enfin, voilà, c'est cette accumulation de personnes, d'amour, de âme qui rentre dans les matières, qui est très émouvant. Juste pour avoir une idée, combien de temps on met soit pour faire un plaid, soit pour faire une écharpe? Alors évidemment, ça varie, j'imagine, en fonction du nombre de couleurs et du motif, mais c'est intéressant de savoir voilà, combien de temps ça peut mettre. Alors, ça varie, je dirais, entre 4 et 7 jours pour, en tout cas, les plaids que je fais. Pour être un peu plus précis, entre le moment où je prends le fil sur la bobine et le moment où je suis prêt à démarrer le tissage, c'est-à-dire toutes les étapes d'ourdissage, donc de préparation des fils de chaîne, d'installation sur le métier, donc d'enroulage de la chaîne sur le métier, de rentrage, c'est-à-dire d'attachage en fait, d'attache des fils individuellement dans les cadres, plus ensuite il faut les remettre dans le peigne. Ça, il faut compter entre 1 et 2 jours pour ce que je fais sur des chaînes. Pour l'instant, je monte des chaînes assez courtes parce que j'aime bien faire des choses un peu variées en ce moment. Donc, je monte des chaînes de 5 à 8 mètres pour l'instant. Et donc, voilà, récemment, la dernière chaîne que j'ai montée, donc sur le maximum de largeur que j'avais, j'ai 536 fils. Il m'a fallu un bon jour et demi de travail, presque 2 jours, entre le moment où j'ai pris le fil sur la chaîne et le moment où je serai prêt à tisser. Donc c'est une étape très lente. Comme le disait Anne, il y a quelque chose de très méditatif aussi, le fait d'avoir en effet le fil, chaque millimètre de fil vous passe entre les mains. Il y a quelque chose d'assez spirituel finalement là-dedans. Et donc ensuite, une fois que tout est installé sur le métier, c'est souvent une des phases les plus longues. Ensuite, pour tisser une pièce, alors suivant la grosseur du fil, je dirais, on peut tisser entre 40 à 60-70 cm par heure. Ça dépend. Ensuite, c'est un peu difficile de dire parce que parfois il y a des essais, des erreurs. Il y a des erreurs que je faisais avant que je ne fais plus aujourd'hui. Donc voilà. Donc, mais disons que pour tisser une pièce, il faut, on va dire, une bonne journée. On va dire ça comme ça. Et ensuite, il y a les finitions. Moi, par exemple, pour une pièce comme ça, toutes les franges, je les fais à la main. Alors après, c'est du temps masqué, c'est-à-dire je les fais à la main en regardant une série sur Netflix, par exemple. Mais voilà, on s'occupe, on optimise un peu notre temps. Et ensuite, une fois quand j'ai choisi de faire des franges, une fois que c'est fait, donc il y a toute l'étape de lavage, de foulage, donc il y a un pétrissage dans l'eau chaude, et puis de repassage, enfin de séchage, de repassage, de brossage aussi. Par exemple, sur ce plaid-là,
Comme j'ai utilisé une fibre qui mélangeait du mérinos et du mohair, j'ai voulu un peu mettre en valeur la douceur du mohair, donc lever les fibres. Donc j'ai brossé une face pour avoir ce côté très doux, et j'ai laissé intacte l'autre face pour garder la définition du motif. Donc finalement, bout à bout, voilà, on est entre 4 et 6-7 jours de travail sur le métier que j'utilise, avec les techniques que j'utilise. Et je pense que c'est vrai. Un autre point qui est intéressant, je pense que souvent on finit par avoir un petit peu notre zone d'épaisseur sur laquelle on travaille, enfin, le type de fil qu'on travaille, la densité, le nombre de fils au centimètre en chaîne et en trame. Donc on a souvent une sorte de comptoir de fil et d'approche à la matière. Mais il y a toujours ce que Mathieu vient d'évoquer, le temps de monter la chaîne, qui est très important et qui impacte fatalement le prix aussi quand on commence à penser à vendre. Et une des réflexions que moi j'ai fait au fil des années, c'était si je tisse des choses à la main, c'est d'essayer de monter des chaînes qui me permettent des multiples transformations ou interprétations sur cette chaîne-là. Donc, parce que quand on monte 8 mètres ou qu'on monte 30 mètres, il y a peu de temps d'impact sur le temps à l'arrivée. Après, voilà, en même temps, personnellement, je pense que si on tisse à la main souvent et quand on est dans la création et la recherche, on n'a pas forcément envie de répéter trop les choses non plus, donc, ou d'être coincé sur un seul montage. Donc voilà, c'est cet équilibre aussi qu'il faut trouver pour que ce qu'on produit puisse être acheté. Parce qu'effectivement, quand on accumule toutes ces journées, après, plus la belle matière qu'on utilise, ça finit par des produits vraiment de luxe, qu'on le veuille ou pas. Ma question justement sur la création, est-ce que parfois des maisons font appel à vous pour un travail de recherche où là, effectivement, vous interagissez avec d'autres outils de tissage qui ne sont pas les vôtres, mais auxquels vous pouvez apporter un rafraîchissement dans la manière de percevoir une matière, ou dans un jeu d'armure, ou dans une sensibilité avec des équipes sur des outils plus industriels? Ça, c'est, je dirais, un des chapitres sur lesquels je travaille souvent et que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup le cahier de charge de rentrer dans qu'est-ce qui est possible industriellement sans tomber dans les pièges aussi de l'industrie. Pendant longtemps, j'ai fait des développements à la demande des clients. Ça m'arrive encore, mais c'est vrai que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, récemment, j'ai pris la partie de développer de plus en plus mes propres créations. Mais comme ça veut dire, je garde toujours une activité personnelle de création, c'est-à-dire j'appelle couture ou pièces uniques pour la décoration ou pour faire justement des châles ou des pièces très spécifiques à soit un projet ou une expo ou une expression. Mais j'aime beaucoup aussi cette autre partie qui est la réflexion d'une création autour de quelque chose qui peut être produit pour moi. Parce qu'au bout d'une trentaine d'années de pratiquer ce métier, je ne dirais pas que je me fatigue, mais qu'il y a aussi une certaine pas plaisir, enfin je ne veux pas dire plaisir, mais en tout cas une satisfaction peut-être de pouvoir développer des choses et savoir que quelqu'un d'autre va les produire pour moi. Tu veux peut-être nous expliquer comment justement ces plaids ont été produits ? Oui, alors... par l'atelier. Oui, justement, il y a une entreprise dans le sud de la France, à Pau, qui s'appelle Acte 3, avec qui je travaille depuis presque 20 ans, 18 ans. Au départ, Acte 3 avait été une association. Le début de leur activité, c'était la réinsertion de femmes de maisons d'arrêt, dans la maison d'arrêt de Pau. Et de là, Maria Messner, qui est toujours à la tête de cette maison, a eu l'idée de, au lieu de tout simplement avoir une activité de loisir, je ne veux pas dire lambda, mais en tout cas qui n'avait pas un but extérieur,
Elle a eu l'idée par une rencontre de proposer ce travail à François Lesage, qui a été emballé par cette notion que c'était les femmes de la maison d'arrêt qui tissaient ces matières. Et il a fait en sorte que ça puisse atteindre des gens comme Lacroix et d'autres créateurs. Donc, fast forward 30 ans, parce que moi je l'ai connu il y a une trentaine d'années, mais on a commencé à travailler ensemble il y a 18 ans à peu près. Maria aujourd'hui, malheureusement, l'État qui soutenait cette action avec la maison d'arrêt, et à l'époque c'était très passionnant parce qu'elle demandait à toute personne qui pouvait, parce qu'elle accepte de tisser aussi des choses que d'autres gens amènent, toute personne qui venait travailler avec elle d'une façon régulière, elle voulait absolument qu'on rentre dans le cœur de cette action. Donc, on allait dans la maison d'arrêt avec elle pour travailler avec les femmes. Ce qui était très, très puissant comme expérience. Et je dirais qu'avec tout ce qui est passionnant par rapport au textile, je trouve que Mathieu l'explique très bien par rapport à l'historique, mais ça monte vraiment, vraiment aux nuits des temps. Et puis moi, j'aime beaucoup, en voyageant, découvrir dans le monde entier ce langage. Mais il y a aussi quelque chose, c'était un des premiers métiers, premières actions art-thérapie. Tout le monde peut tisser. Nous, on fait des formations en Anjou à travers une association qui s'appelle l'Atelier d'Haute Anjou. Ça nous arrive d'intervenir dans les écoles. Il y a des enfants de 3 ans qui peuvent passer à navette et être émerveillés du fait de créer un tissu. Et il y a quelque chose qui reconstruit les gens. Et une des premières choses qu'on a fait en art-thérapie, c'était de soigner par le travail de tissage à carte que j'ai vu des livres dessus, j'ai jamais expérimenté, des hommes abîmés par la Première Guerre mondiale, qui étaient dans des lits d'hôpital et qui pouvaient tisser. Et j'ai vu des femmes dans la maison d'arrêt qui avaient commis des crimes parfois terrifiants, arriver à s'apaiser à travers cette action sur le métier à tisser. Donc ça, c'est acte 3. Aujourd'hui, j'ose dire, ça c'est mon avis personnel, malheureusement, parce que c'était un projet extraordinaire qui permettait des femmes de se redresser et sortir et avoir une activité dans la vie après, parce que Maria a une usine. Et du coup, quand les femmes sortaient de prison, elles pouvaient avoir 2 ans minimum de travail dans cette usine. Certaines sont restées, il y en a qui sont avec elle depuis des années. D'autres utilisent ça comme un tremplin pour aller ailleurs. L'État a arrêté ce partenariat. Et donc, Maria était en difficulté pour la continuité de son activité. Mais comme elle avait commencé, enfin, ça faisait pas mal d'années déjà qu'elle travaillait beaucoup pour la maison Chanel, en fait, Chanel l'a achetée. Et aujourd'hui, elle appartient à Chanel. Et c'est un mal pour un bien, ou en tout cas, c'est un nouveau chapitre qui permet quand même de faire travailler et agrandir ce secteur à nouveau. Merci beaucoup. C'est plutôt bien de terminer sur ce lien entre artisanat, création et industrie, puisque notamment Acte 3 en tout cas fait parfaitement bien cette jonction entre un travail plus manuel que vous développez et ensuite une application pour l'industrie. Et un grand merci à vous deux, Anne et Mathieu, pour vos témoignages. À très bientôt.